Lorsque tu crées ta boîte, tu peux te dire, il faut que je trouve une marque, il faut que je trouve un nom qui claque, il faut que je trouve un truc qui correspond exactement à ce que je fais pour bien définir tout ça. Tu te casses la tête pour choisir un logo. Bon, honnêtement, tout ça, c'est bullshit. Le plus important, c'est pas la marque, c'est ce que tu mets dedans. Moi, en discutant avec William, ici chez Digidom, on discutait comme ça, et puis dans la discussion, il me parle de la marque Rolex. Et moi, je lui ai dit, Rolex, pour moi, c'est une marque pourrie. Alors oui, effectivement, quand tu écoutes ça, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Rolex, une marque pourrie? Non, j'ai pas dit que la marque, que ce qu'il faisait était pourri. Je dis simplement que comment le fondateur de Rolex a pu avoir l'idée de donner ce nom à sa marque de montre. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer ce que je vais vous dire, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est tellement imbriqué, on est tellement noyé de publicité que Rolex aujourd'hui c'est le luxe, c'est la performance technique, c'est symbole de luxe et d'excellence. Mais objectivement, ces lettres-là, Rolex, moi, excusez-moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'avoir des composants informatiques ou une boîte de technologie qui va faire des travaux. Tu vois par exemple, la société qui gère la construction et la maintenance des plateformes pétrolières, c'est la Comex. Alors comme par hasard, évidemment, ils ont tous des Rolex au poignet parce que ce sont des montres qui descendent à plus de 1000 mètres de profondeur, et eux c'est ce qu'ils font. Donc voilà, Comex, excuse-moi, un comité exécutif s'appelle Comex, Rolex. Alors, quel culot a eu Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, lorsqu'il a créé cette marque? Comment ça s'est passé? Il faut savoir qu'à l'origine, toutes les marques de montres, de luxe, sont toujours les noms des horlogers qui les ont créées. Donc si on prend toutes les marques de luxe, vous avez Breguet, vous avez Blancpain, tout ça, ce sont des Monsieur Breguet, Monsieur Blancpain, Monsieur Jaeger, tout ce que vous voulez. Et lui, en fait, il est à Londres, il a une société de distribution de montres, et il veut créer des montres performantes pour les mettre au poignet des gens. Il est dans un omnibus, il réfléchit à plein de noms. Et il dit qu'à ce moment-là, il a eu une intuition. Il a ces lettres qui se sont mises devant lui. Rolex, le nom était né. Ok, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une marque qui évoque tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le luxe, la technologie, l'excellence. Mais le nom lui-même, il n'était pas très beau. Ça sonne pas forcément très joli. Rolex, c'est guttural, c'est dur. Ce qui a compté pour Rolex, ça n'est pas le nom, c'est l'histoire qu'il a racontée et c'est les produits qu'il a vendus. Lui, il avait comme ambition de créer des produits techniques d'excellence. Ça a été le premier à créer une montre étanche. Lorsque une femme a traversé la Manche en 1927, elle avait une montre Rolex au poignet. 10 km de traversée de la Manche à la nage et la montre était impeccable. Voilà comment il s'est fait sa publicité. Puis, en 1953, il a créé la Submariner qui est devenue une icône aujourd'hui dans le monde de l'horlogerie, mais parce que c'était une montre qui était étanche à l'époque à 300 mètres, puis à 500 mètres, puis à 1200 mètres, maintenant c'est 4000 mètres. Et il y en a même une qui est descendue, une montre Rolex spécifique, que James Cameron a mis sur un bras articulé à l'extérieur du sous-marin qui lui a permis de descendre dans la fosse des Mariannes à 10 000 mètres. Aujourd'hui, tout ça, on le sait, et tout ça crée l'imaginaire. Ce qui compte donc, ça n'est pas forcément le nom que tu donnes, c'est l'histoire que tu racontes et le produit que tu vends, et comment tu le vends. C'est ça qui va donner de la valeur à ta marque. Qui aurait pu parier $1 sur Rolex à l'époque? Quand toutes les marques de montres étaient des noms d'horlogers prestigieux, Hans Wilsdorf n'était pas horloger, il était simplement commerçant, et il a eu l'idée de faire ensuite sous-traiter ses mécanismes dans le Jura suisse, et c'est pour ça qu'ensuite il s'est installé à Genève. Mais à la base, ça n'était pas un horloger comme on l'imagine. Donc il a créé un nom qui est devenu magique commercialement, mais qui ne correspondait pas à ce qu'il était au départ. Son travail a été tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dissocier. Même quand je te parle là maintenant, tu peux pas imaginer que Rolex n'est pas une bonne marque. Parce qu'on n'arrive plus, on est tellement imbibé de tout ça, qu'en fait on n'arrive plus à le comprendre. Alors il y a une autre marque que personnellement j'aime beaucoup, et qui est un cas identique. C'est la marque Harley-Davidson. Harley-Davidson est une des marques les plus connues au monde, en tout cas c'est déjà la marque de moto la plus connue au monde, une marque que des millions de gens à travers le monde se font tatouer dans la peau. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et pourtant, Harley-Davidson, c'est quoi? C'est simplement le nom des deux fondateurs de la société. William Harley, l'ingénieur, Arthur Davidson, le commercial. Deux jeunes gens qui en avaient marre de pédaler sur les pentes à vélo et qui se sont dit ça serait bien de mettre un moteur dessus. Ça a démarré comme ça. Pourquoi ça s'appelle Harley-Davidson? Ils sont pas cassés la tête. Lui, Harley était l'ingénieur, donc il a mis son nom en premier, et Davidson après. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Harley-Davidson est la marque de moto la plus connue au monde? C'est qu'à travers leurs produits, à travers leur imaginaire, ils ont pu construire un univers auquel tous ceux qui achètent une Harley-Davidson adhère. Des marques de moto au début du XXe siècle, il y en avait beaucoup. La plupart se lançaient, mais la plupart des marques étaient des noms très courts. Anderson, Excelsior, Thor, BSA,
Triomphe, c'était toujours un mot. Eux, ils ont mis Harley Davidson. Un nom long comme ça, impossible à caler commercialement sur des t-shirts, sur des pulls, mais ils l'ont fait quand même, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ne se sont pas dit, on va changer le nom parce que commercialement, ça ne correspondrait pas forcément. Ils ont fait en sorte que ce nom devienne un symbole de liberté. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fait leur premier logo sur une de leurs premières motos, c'est simplement leur tante qui avait un pot de peinture rouge et qui a écrit en lettres comme ça sur le réservoir Harley Davidson, c'est devenu le premier logo. Ils se sont pas cassés la tête de se dire il faut qu'on fasse un produit marketing, qu'on crée un logo compliqué, qu'on cherche un nom qui va coller à ce qu'on veut. Pas du tout. Ce qu'ils ont voulu faire par contre, c'est fabriquer les meilleures motos du monde. Aujourd'hui, les Harley sont connus pour leur son si caractéristique. Les mauvaises langues diront que c'est un bruit, moi j'appelle ça un son, voire une mélodie. Enfin, chacun son truc. Mais il faut savoir qu'une des premières Harley Davidson était réputée pour son silence. Elle s'appelait The Silent Grey Fellow. Ils ont voulu construire les motos les plus efficaces du monde. Et ils se sont évertués à entrer en compétition moto et à les gagner très régulièrement. Parce que Harley Davidson avait un adage qui lui était propre, la moto qui gagne le dimanche se vend le lundi. Donc ils ont tout mis sur le routier industriel, ils ont tout mis sur leurs produits, ils ont tout mis sur la qualité de leur moteur, la qualité de leur châssis, le design, le nom ça viendra après. Aujourd'hui le nom est devenu magique, non pas parce que le nom est génial, c'est simplement le nom de deux jeunes gens, deux immigrés, un d'Écosse, un d'Irlande, et qui ont décidé de mettre un moteur sur un vélo parce qu'ils étaient fatigués de pédaler. Voilà comment tout a démarré. Rolex a voulu construire les meilleures montres du monde. Harley Davidson a voulu faire les motos les plus désirables, les meilleures techniquement, même si après elles ont été dépassées dans les années 70 et 80 d'un point de vue purement technique par notamment les motos japonaises, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils avaient créé leur image de marque. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est ce qui les a sauvés. Il faut savoir que déjà dans les années 50, le premier coup de semonce qu'Harley Davidson a reçu, c'était l'importation de motos anglaises plus légères, plus rapides, moins chères que les Harley Davidson. D'ailleurs, quand on pense au film avec Marlon Brando, L'équipe est sauvage, on croit toujours qu'il est... Enfin, ceux qui ne connaissent pas bien le film croient qu'il est sur une Harley Davidson, c'est faux. C'est Lee Marvin qui est sur une Harley Davidson, d'ailleurs, c'est le méchant, entre guillemets, du film. Marlon Brando, lui, il est sur une Triumph. Donc on voit déjà que le monde est en train de changer. Donc Harley Davidson a essayé de s'adapter. Ils ont sorti une moto plus légère, plus rapide, qui s'appelle le Sportster, qui est resté au catalogue pendant plus de 60 ans, mais ça n'a pas suffi. Ça, c'est le premier coup de semonce. Le deuxième coup de semonce, c'est l'arrivée des Japonais, avec des motos techniquement plus avancées. Des freins à disque, des moteurs plus souples, plus de fuite d'huile. Vous voyez, Honda avait même fait une pub, les gens les plus sympathiques roulent en Honda. Et Harley a progressivement, comme ça, décliné, jusqu'à avoir été racheté par une société AMF, American Machine and Foundry, qui, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, c'est ceux qui sont les propriétaires et les fabricants des pistes de bowling, donc absolument rien à voir. Et puis, Harley Davidson a voulu se sauver. Et cette obsolescence, mais cette image de marque, les a d'une certaine manière sauvés. Lorsque 13 dirigeants de la société, en 1981, ont émis le souhait de sortir du giron d'AMF pour, comme ils disent eux-mêmes, que l'aigle reprenne son vol tout seul, ils ont été convaincre des banques pour les aider. Ils ont apporté, eux, leurs économies personnelles, mais ils avaient besoin d'un emprunt conséquent. Comment ils ont convaincu les banquiers ? Ils les ont emmenés dans un des rassemblements Harley Davidson, connus aux États-Unis, Daytona, Sturgis, et ils ont vu tous ces motards avec Harley Davidson sur les blousons, tatoués sur la peau, parfois tatoués sur le visage. Et le futur patron d'Harley Davidson indépendant regarde le banquier et lui dit « Regardez, est-ce que vous connaissez beaucoup de marques dans le monde que les gens se tatouent sur la peau et avec lesquelles ils vont être enterrés ?» Et c'est avec en fait cet argument qu'il a pu emporter l'adhésion du banquier et qui leur a permis ensuite de pouvoir sortir de nouveaux moteurs, de nouvelles motos et de repartir vers l'expansion à partir des années 80. C'est en restant fidèles à leur projet initial, en restant fidèles à leur volonté de proposer des produits qui ont une forte image de marque, qui créent l'adhésion autour d'eux. Regardez, Rolex, c'est pareil. Il y a des gens qui sont fous de ces montres. Il y a des gens qui les collectionnent. Certes, parfois, c'est pour faire des plus-values, pour pouvoir placer de l'argent, tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui ne jurent que par Rolex. Il y a des gens qui ne jurent que par Harley Davidson. Harley Davidson pourrait sortir une moto bidon. Bon, bah, c'est Harley Davidson. C'est comme ça. Parce qu'ils ont construit une image. Ils ont su vendre leurs produits. Ils ont su apporter tout un imaginaire à leurs produits. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas ta marque, c'est pas ton logo. Alors maintenant, il y a un cas inverse. C'est le cas de chez nous, chez Digidom par exemple. Chez Digidom, lorsque Digidom a été créé il y a 10 ans, l'objectif était de digitaliser la domiciliation. Donc Digidom. Top. Le nom, il parle tout seul, le logo est une enveloppe, on l'a tous compris. Domiciliation, courrier, top. Et ça nous a permis de progresser rapidement.
et d'être très facilement identifiable. Sauf que le revers de la médaille, c'est que quand au bout de quelques semaines, on s'est mis à faire des formalités, on a dû redoubler, tripler même d'énergie pour pouvoir faire comprendre aux clients qu'on était également des formalistes. Parce que Digidom, c'est domiciliation. Domiciliation, c'est pas forcément formaliste. On a les mêmes produits que nos concurrents. Nous effectuons toutes les formalités, la domiciliation dans toute la France, mais le nom est quelque part un peu limitatif. Donc le conseil que je te donne, c'est que ne te focalise pas si ton nom c'est le plus beau du monde, si ton logo il est top, c'est pas l'essentiel. En revanche, fais attention à ce que ton nom ne soit pas trop limitatif. Si par exemple tu veux monter une entreprise où tu vas faire, je sais pas moi, des produits, des cosmétiques, des déodorants bio, éco-responsables, tout ce que tu veux, ne l'appelle pas déodorant bio ta boîte. Parce que le jour où tu veux mettre d'autres produits, tu seras pas forcément identifiable immédiatement. Si par la suite tu veux t'agrandir, tu veux apporter des produits connexes ou annexes, si ton nom est trop limitatif, tu auras du mal à le vendre. Donc fais très attention. La valeur de ta marque, ça sera ce que tu vas en faire. En fait, ces marques comme Rolex et Harley-Davidson, d'une envie que tu n'avais pas, ils ont réussi à te créer un besoin. C'est ça la force. La force, c'est quand Steve Jobs dit « Ceci est une révolution ». On parle d'un téléphone, mais il a vendu comme une révolution. Donc, à partir du moment où tu arrives à créer le désir chez tes consommateurs, à partir du moment où tu peux créer cette attirance pour ton produit, à ce moment-là, tu as tout gagné. La marque, ça n'a aucune espèce d'importance. Apple, une pomme. Franchement, aujourd'hui, ça paraît génial, mais enfin, c'est une pomme, quoi. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'histoire que tu racontes. Alors, en langage marketing moderne, on appelle ça le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. C'est tout simple. Donc, il faut que tu racontes ton histoire, ton produit, que tu fasses le nécessaire pour que ta marque devienne une marque. C'est pas le nom qui va faire que c'est une marque. Alors aujourd'hui, c'est d'ailleurs beaucoup plus simple, parce qu'avec tous les réseaux sociaux, tu peux aller beaucoup plus vite, tu peux communiquer beaucoup plus rapidement. À l'époque où ces marques se sont montées, c'était la presse, c'était des encarts publicitaires, c'était du sponsoring de courses pour Harley, des grands événements sportifs pour Rolex, d'ailleurs ils le font encore. Voilà, mais aujourd'hui, tu peux développer ton produit et tu peux faire connaître ta marque par des biais beaucoup plus rapides. D'ailleurs, il y a un livre qui parle très bien de ça, c'est L'art zen en tir à l'arc, dont je vous mettrai le lien en description, où en fait on explique que lorsque tu dois tirer à l'arc sur une cible, tu dois pas te focaliser que sur la cible. Surtout pas. Tu dois te focaliser sur le placement de tes pieds. Pour ceux qui ont fait du tir à l'arc, sur le placement de la flèche avec les plumes poules, la plume coq. Les archers savent ça. Et en fait, la manière dont tu vas décomposer ton geste et tout ce que tu vas mettre dedans, c'est ça qui va te permettre d'arriver à l'objectif. En exagérant, on n'a presque plus besoin de regarder la cible pour la toucher. Focalise-toi. Le plus important, c'est les moyens que tu vas mettre pour la construire. Une marque, ça se construit, ça se décrète pas. Quel produit tu vas vendre? Quel process tu vas utiliser? Quelle histoire tu vas raconter? C'est ça l'essentiel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à transférer à tes amis, à mettre en commentaire tes questions, tes suggestions. J'essaierai de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je suis là pour toi, pour te raconter mon vécu, mon expérience, sans doute imparfaite, ça je n'en doute absolument pas. Mais en tout cas, c'est la mienne. Je te dis à très bientôt.